Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième édition de notre émission Diversité sur Bruxelles Média. Voilà, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Béa Ercolini. Alors on va parler de son actualité, on va parler de son association, on va parler mode, on va parler genre et on va parler des féminismes au pluriel comme de coutume dans notre émission. Bonjour Béa Ercolini. Bonjour. Alors, permettez-moi un peu de vous présenter brièvement. Vous êtes journaliste, fondatrice et directrice de l'association Béabi. C'est pas une association, hein, c'est une vraie SPRL. Hein. Voilà, du cercle féminin c'est Béabi. Un business club voilà. Plutôt féminin. Voilà, et ça, on va en reparler. Vous êtes aussi créatrice de la SBL Touche pas à ma pote. Oui, et tout à ça, fait. on va y reparler aussi beaucoup dans notre émission. Contre la violence envers les femmes. Et on va rappeler aussi à nos téléspectateurs que vous avez été rédac en chef du magazine Elle pendant à peu près 15 ans. 13 ans. 13 ans, exactement. Excusez-moi. Voilà. Mon côté rédac chef, bic rouge. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, Béa, vous êtes une hyperactive des médias. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes une vraie créatrice, une passionnée, une entremetteuse, au bon sens du terme, une femme de combat et de conviction. Mais qui est Béa Ercolini et comment se définirait-elle brièvement? Bon, d'abord, je vous remercie, j'ai bien fait de venir. Hein. Merci beaucoup pour tous ces avec compliments. Plaisir, Béa, avec plaisir. Par ailleurs, qui je suis? Je suis bruxelloise, journaliste, depuis très longtemps, je veux dire depuis toujours. Et je suis devenue activiste. Voilà. Je suis assez à l'aise avec l'écriture papier, mais aussi numérique. D'ailleurs, j'ai fait un certificat en communication web assez récemment. Voilà, je suis curieuse, j'aime partager, et c'est vrai, je suis une rapporteuse. Alors d'ailleurs, sur votre profil LinkedIn, on peut lire, et ça je vais citer entre guillemets, Communication Swiss Army Knife, Door Opener ou encore Networking Badass. Alors dites-nous un peu, Béa, pourquoi ce besoin continue de développer des projets de réseautage et principalement au féminin. Mais ça fait des milliers d'années que les hommes réseautent et qui se retrouvent dans leur cercle et dans leur club ou au golf, au foot. Donc il était temps de rattraper le temps perdu en réunissant des femmes, en leur permettant de se rencontrer, de réfléchir ensemble à des solutions, leur permettre de gagner du temps, les empowerer, leur donner de la force. Voilà. Puis il y a quelques études qui prouvent que les femmes gagnent à être ensemble. Ça a même un bon effet, non seulement sur leur performance économique, mais même sur leur santé. Moi, j'expérimente de manière pratiquement permanente cette énergie extraordinaire des femmes ensemble. Et puis j'ai envie de dire, pas seulement des femmes, parce que il y a des hommes aussi, il y a toute personne qui veut venir chez Béabi est la bienvenue. On ne va pas lui jeter des pierres, nous ne sommes pas des nonnes. Chaque personne est une opportunité de business aussi, voilà, et d'apprendre des choses. Et ça, on va en reparler des rôles modèles aussi, des personnes que vous invitez chez Béabi. Parlons de votre donc de cette association Béabi, donc vous exercez dans un très agréable hôtel avenue Louise. Donc c'est un hôtel particulier qui s'appelle Topos et qui en fait est ce qu'on appelle un coworking, donc des bureaux partagés. On est installé là à hauteur de la sculpture Les Ailes de la Liberté de Streubel. Et effectivement, c'est là que le cercle Béabi a son quartier général. Et c'est là que sont organisées la plupart de nos rencontres. Alors, le cercle est marrainé par la très célèbre entrepreneuse et créatrice de mode Diane von Furstenberg aussi. C'est une immense chance. Hein, Ben oui, j'allais vous poser la question. Alors, Diane von Furstenberg, c'est là que je dis c'est une immense chance. Est une amie et elle a été mon mentor, je dirais, notamment en 2017 quand je planchais sur ce projet. Je suis allée pas mal aux États-Unis cette année-là et elle m'a suivie avec beaucoup d'attention, elle m'a donné des conseils et je me félicite tous les jours de les avoir suivis. D'accord. Alors, vous dites aussi que c'est un cercle féminin et pas féministe. Alors, c'est pas moi qui ai dit ça. Voilà, dites-moi un peu, éclaircissez-nous un peu. J'ai eu une associée qui était
très soucieuse de faire la différence. Je n'ai jamais dit que BABI était un cercle féminin et non féministe. Oui. BABI, c'est un cercle d'affaires plutôt féminin de par mon parcours, et c'est vrai qu'il y a plutôt des membres qui sont des femmes. Oui. Il y a aussi un homme qui est un membre en ordre de membership. Je vous l'ai dit, les hommes sont les bienvenus. Après, j'ai jamais voulu le positionner par rapport à féministe, pas féministe, mais je suis féministe. Et je pense que les gens qui viennent chez BABI le savent, donc je pense que ce n'est pas nécessaire de devoir l'écrire à tous les détours de page. Je pense que le féminisme est un humanisme, qu'il est question des droits et devoirs de chacun et de chacune. Donc pour moi, ce n'est pas un gros mot en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Alors vous croyez plus aux rencontres en direct qu'aux réseaux sociaux, Béa? Je crois dans les deux, mais je crois surtout que quand on se voit en direct, à moins que de porter un masque, mais ce n'est pas courant, on s'adresse à la personne en toute, dans son identité. Oui. Voilà, il est plus difficile d'insulter les gens en direct. Oui. Et ça, on en reparlera aussi par rapport aux insultes faites dans il y a la des rue, choses à dire, hein. avec votre association Touche pas à ma pote. Et sur le net aussi, il y a quand même une actualité. Oui, via les réseaux sociaux. Hein. Donc on a Twitter, on a Facebook. Un article qui sort ce vendredi dans le Vif l'Express et qui raconte le harcèlement dont a fait l'objet Myriam Leroy. Il y a aussi Florence Hainaut d'ailleurs, plusieurs jeunes femmes qui travaillent. Des grandes journalistes. À la RTBF. Et donc, en tout cas, Myriam Leroy a fait l'objet non seulement de harcèlement de la même personne depuis 2012, mais aussi d'un terrible bad buzz suite à un billet d'humour qu'elle avait fait sur Dieudonné. Ah oui, d'accord. Voilà, donc effectivement, ça peut être extrêmement violent. Oui. Voilà. Béa, vous vous définiriez comme fédératrice? Oh, j'aime bien. Je ne suis pas une Miss Matcheuse. J'aime bien que les gens soient bien. Je trouve qu'on est plus tranquille quand les gens sont bien. Tout à fait. Alors, Béa Ercolini, vous faites partie des femmes dites les plus influentes de Belgique. On l'a défini. Vous êtes sûre? Moi je l'ai lu quand même souvent dans les médias. Donc, vous êtes en quelque sorte la porte-parole des femmes entrepreneuses quand même. Vous donnez une image assez positive. De celle parce que on est plusieurs quand même. Vous êtes plusieurs, mais vous faites partie quand même. Vous êtes médiatiquement connu, donc c'est vrai que c'est important pour vous de redonner confiance aux femmes, ou donner confiance aux femmes par rapport, on en parlait un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a vraiment un besoin de leur donner de l'empowerment justement? Mais écoutez, j'ai l'âge que j'ai, j'ai travaillé beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai pas fini, je suis très curieuse de savoir ce que ce sera mon prochain challenge, mais c'est fabuleux de pouvoir échanger son expérience, et ce n'est pas quelque chose qui se fait à sens unique. Je pense que j'aime beaucoup mentorer. Je mentore les membres du cercle quand elles me le demandent, mais je constate aussi que en fait, ce qui s'installe, c'est un co-mentoring ou un co-coaching. On donne, on reçoit, et moi je m'épanouis dans cette relation où on s'aide, j'ai envie de dire les unes les autres, ça peut être les uns les autres aussi. C'est quelque chose qui me plaît. Je me rappelle il y a très longtemps avoir vu un meuble qui était une chaise à tête humaine. Et une main est un accoudoir. Se terminait par une main ouverte et l'autre accoudoir se terminait par une main fermée. Et il y avait cette idée de je reçois, je donne. C'est un objet, je ne sais absolument pas où il est, c'est un objet qui me parle. Et voilà, j'aime l'échange. Oui. Alors, on dit souvent aussi que c'est un peu compliqué pour les femmes actuellement. Il y en a qui n'y croient pas trop. Une businesswoman et vie de famille. Est-ce que c'est conciliable pour vous? Parce qu'on dit, voilà, une femme manager, elle va accéder à un poste important, donc du coup, sa vie de famille, elle peut la mettre sur le côté. Vous en pensez quoi de ça, Béa?
Mais je pense qu'il est temps, Christine, d'arrêter de poser cette question aux femmes. Oui. Ou alors il faut la poser systématiquement aux hommes managers. Ça, c'est une première chose. Il est temps de considérer non pas la maternité, le fait d'être parent comme la maternité, mais comme la parentalité. Après, qu'on soit un homme ou une femme, il est évident que le choix du partenaire, c'est quelque chose qui fait sens dans la carrière. Et alors que les hommes sont assez talentueux pour sélectionner des épouses qui vont laver leurs chaussettes et leur préparer à dîner, les femmes sont peut-être un petit peu moins attentives quand elles tombent amoureuses, enfin, elles ne tombent pas toujours amoureuses de qui on veut, mais en tout cas quand elles choisissent de lier leur destin par le mariage ou par la vie commune à celui d'un homme, elles ne l'envisagent peut-être pas nécessairement comme étant le partenaire empowerant qui va les soutenir, les écouter, leur donner des conseils, être patient, ne pas faire un caca nerveux si elles rentrent tard du boulot ou si elles partent en voyage pour le travail, etc. Donc je crois qu'il est temps que ça fasse partie, que ce critère-là fasse partie du choix d'un partenaire. Maintenant, d'une manière tout à fait personnelle, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de toujours vivre avec des hommes, alors je les ai peut-être choisis, j'en sais rien, mais de vivre avec des hommes qui étaient plutôt empowerants. Et j'ai aussi, quelque part, je n'ai pas été gênée par le fait que je gagnais mieux ma vie qu'eux, j'avais peut-être plus de visibilité qu'eux. Donc, ils n'en étaient pas gênés, mais je n'en étais pas gênée non plus. Et c'est parfois un choix aussi qu'on doit faire. Si on veut absolument vivre avec un gars qui est CEO d'une boîte de 500 personnes et qui voyage la moitié du temps et qu'en même temps on veut qu'il ait des courses et tout le temps, enfin voilà, c'est une balance à trouver et c'est quelque chose à réfléchir en couple et séparément, voilà. Mais la donne est nouvelle, sans doute. Alors, dans les conférences chez BAB, vous recevez des rôles modèles. Il y a notamment des hommes qui viennent aussi. Oui, donc, on peut s'inspirer des hommes, c'est évidemment, pas interdit. Voilà, donc qu'est-ce que vous attendez réellement de la présence de vos invités? Qu'est-ce qu'ils vont apporter chez BAB, ces rôles modèles? Écoutez, c'est un peu le côté bling-bling de BAB, comme j'ai un carnet d'adresses qui est assez chouette, hérité du L Belgique, ça me permet de faire venir des gens qu'on ne croise peut-être pas ailleurs. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et c'est une chouette manière d'apprendre aussi, parce que quand des membres du cercle m'ont dit « Ah, bah, nous, on voudrait exporter », et on ne sait pas trop comment on fait, on ne sait pas s'il y a des aides de la région bruxelloise. Donc j'ai dit, bon ok, on va appeler la ministre Cécile Jodonne, qui était à l'époque, lors de la dernière législature, elle était ministre responsable de l'agence Bruxelles Invest et Export. Elle est venue, mais de manière extrêmement adorable, elle est venue expliquer à une poignée de membres de BAB quelles étaient les aides mises en place par la région bruxelloise à l'exportation. Et puis, dans un autre genre, mais toujours sur le même thème de l'exportation, Pierre Marcolini est venu nous raconter quelles sont les différences culturelles entre les différents pays d'Asie. Et que quand on fait du business avec la Chine, d'abord il n'y a pas une Chine, il y en a plusieurs. Il y a Hong Kong, etc. Et puis Taïwan, et puis la Corée et le Japon, c'est encore quelque chose de différent. Et c'est quand même plus sympa. Oui. D'avoir ces informations qui sont en plus vécues qu'en ayant un spécialiste qui vient donner un cours ex cathedra. Donc ça, c'est un peu la spécificité. C'est la force de BAB. De BAB, voilà. D'apporter ces personnalités comme ça et ces expériences. Voilà, et sans compter que c'est sympa d'avoir la carte de visite ou de l'un ou de l'autre qu'on peut sortir à un moment. Bien je sûr, sais pas, le bourgmestre de Bruxelles ou quand on cherche du boulot, une autre. Enfin, voilà. Oui. Alors j'ai envie de parler avec vous, Béa, de votre association TEPA, Touche pas à ma pote, qui a vu le jour en 2012, qui a été d'abord sponsorisée grâce au magazine Elle. Enfin, c'est là que je travaillais. Donc... C'est là que vous travaillez, donc ça a commencé là. Oui. Et la marraine de votre association, c'est Sophie Peters, qui a réalisé un court-métrage Femmes de rue à Bruxelles. Alors, on devrait dire Sainte Sophie, oui. parce que
Ça vous a touché comment ce reportage, ce documentaire? Mais comme, c'est ça qu'on veut savoir. comme plein de gens, hein. Moi je pense que ce documentaire qui en fait n'était pas destiné à être diffusé, puisque c'était un travail de fin d'études, il a bouleversé plein de gens. L'autre jour, à Beaux-Arts, j'ai animé un débat avec des dessinateurs de BD féministes, et il y avait Thomas Mathieu qui a créé Les Crocodiles, hein. Donc il vient de sortir Les Crocodiles sont toujours là aux éditions Casterman, cette fois avec une autre dessinatrice, Juliette Boutan, si je ne me trompe pas. Et Thomas a expliqué que c'est le film de Sophie qui a été le déclencheur pour lui. Je pense que les filles qui ont fait Vie de Meuf, le site Vie de Meuf, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est quelque part Sophie qui a mis en lumière ce phénomène du harcèlement sexiste dans l'espace public. À l'époque, on était genre un mois de juin, en 2012, fin juin. Je m'apprêtais avec l'équipe Duel à fabriquer le September issue du mois de septembre, donc, et je vois ce film. Et je me dis, hors de question qu'on enterre le sujet à la rentrée, on en parle dans le magazine, et puis je me dis, on va essayer d'aller plus loin et faire une vraie campagne pour soutenir cette Sophie Peters, et surtout les femmes qui prennent la parole, parce que j'avais une équipe à l'époque totalement bilingue, puisqu'on faisait Elle Belgique et Elle Belge dans le même local. Et c'était la première fois, on était donc en 2012, donc c'était 9 ans après le lancement du L. C'était la première fois que je voyais les filles des deux équipes parler ensemble d'un problème qu'elles vivaient toutes. À la machine à café, dans les salles de réunion, tout le monde avait quelque chose à raconter. C'était vraiment un sujet qui faisait consensus. Donc je me suis dit, là, il y a vraiment un truc à faire. Et c'était avant les hashtags MeToo, Balance ton porc et autres. Donc précurseuse alors, avec l'association Sophie. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... C'était pas encore tellement dans l'air du temps. Oui, et puis sans doute qu'on a fait plein de choses... On n'était pas les premières à travailler là-dessus. Il y a toujours d'ailleurs d'autres associations, mais peut-être, en ce qui me concerne, la première à pouvoir mettre dans la bataille le poids médiatique du L, mon petit poids médiatique, enfin petit poids, ma visibilité à moi, et aussi, surtout, à pouvoir emmener toute une série de femmes politiques. C'était un peu avant, il y avait des élections juste après, plein de femmes politiques qui, quelque part... ont accepté de soutenir la cause, et que j'ai choisi dans tous les partis démocratiques. Et c'est comme ça que ça a démarré avec une campagne. Oui, il faut que je vous raconte cette histoire. Donc, on a fait une campagne que vous connaissez, dont le slogan principal c'était « C'est pas en nous traitant de tepu que tu vas pécho ». Tout à fait, ben voilà. C'était votre prochaine question, C'était ma prochaine question. Je vous en laisse pas. Mais non, il n'y a pas de souci. Donc, ben non, c'est donc un slogan qui a été affiché sur les trams bruxellois, si j'ai bien. Et c'est Charlotte Abramov qui avait fait les photos. Donc Charlotte Abramov, qui est un peu, bon, elle n'est pas que ça, mais elle est notamment la photographe un peu officielle de Angèle. Et Charlotte poursuit sa carrière à Paris. Elle est très jeune, très talentueuse. Elle nous avait fait ces photos for free, comme tout le monde. On a tous travaillé bénévolement. Mais alors, ce qui était marrant, c'est que travailler aussi pour l'association, l'agence G. Walter Thompson à Bruxelles, et c'était une équipe de créatives, des jeunes femmes. Et le premier slogan qu'elles sortent, c'était « C'est pas en nous traitant de chienne que tu auras de la chatte ». Ah oui, quand même, oui. Et qui était quand même vachement bien balancé et percutant, mais arrivant à peine, je veux dire, dans l'univers médiatique, je pense que ça aurait été une erreur de l'utiliser, parce que... C'était un peu cash. C'était un peu cash, voilà. Mais peut-être un jour, qui sait. Et Béa, le bilan aujourd'hui, avec tes pumps, le bilan, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, par rapport à la problématique du harcèlement sexiste dans l'espace public, il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on en parle dans des médias généralistes. La première chose, c'est que les hommes ont percuté
que les choses se passaient plutôt quand ils ne sont pas avec leur femme ou leur sœur ou leur copine, etc., et qui avaient vraiment un problème, et qu'ils pouvaient en pâtir également, parce que ça ne rend pas les femmes agréables. Quand on s'est fait harceler toute la semaine, on finit par montrer des dents à quelqu'un qui vous demande l'heure. Ouais. Donc c'est devenu, cette question est devenue une problématique de société, et ça, c'est pas à discuter. En ce qui concerne Touche pas à ma pote, on a sensibilisé 14 500 élèves à peu près dans l'enseignement francophone, un tout petit peu néerlandophone à Bruxelles. À Bruxelles, en Wallonie, et l'année dernière, un peu plus de 300 adultes, des fonctionnaires communaux, des fonctionnaires de police, des agents de la paix. Et on a un projet de formation avec la police, mais pour le moment, il est un peu... Voilà, mais ça serait chouette. Oui. Et c'est une idée du porte-parole de la police de Bruxelles d'en faire ce qu'il appelle une formation barémique, c'est-à-dire que les policiers ont accès à toute une série de formations. Exact. Et quand ils les suivent, ils prennent du galon, ils gagnent des points pour progresser dans la hiérarchie. Donc ce serait formidable de pouvoir donner dans ce cadre-là, toujours avec les comédiens de la Ligue d'impro avec lesquels on travaille, une information sur cette problématique spécifique, mais aussi sur la loi. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, quelles sont les amendes, est-ce qu'il y a des peines de prison, oui. Mais aussi toute une série de choses, par exemple que la Belgique a signé, mais que personne ne sait même pas ce que c'est. C'est quoi la déclaration d'Istanbul? C'est un outil, hein, mais peu de gens le savent. Voilà, donc c'est toutes des choses comme ça. Maintenant, pour être très très franche, faire tourner une ASBL, je suis peut-être pas une grande femme d'affaires d'ASBL, mais c'est vraiment compliqué dans la mesure où, surtout quand on a surtout travaillé sur base d'argent public, et puis qu'on traverse une période comme celle-ci, où tout était suspendu par fin de législature, élection, un temps très long pour la mise en place des cabinets, etc. Ça veut dire que les caisses sont vides, ça veut dire qu'on travaille à peu près tous bénévolement, à part la coordinatrice de l'ASBL, et donc c'est pas évident, et j'aimerais assez cette fin d'année équilibrer le financement et trouver des entreprises, des particuliers, mettre en place un crowdfunding. Parce que c'est important, c'est quand même un des sujets en plus plutôt utile, hein. Très courant, et j'avais une question d'ailleurs par rapport à ça. Ce sont souvent les femmes qui sont victimes de ces harcèlements. C'est révélateur pour vous d'une manière de fonctionner de notre société contemporaine? Ça a toujours existé? Est-ce que les femmes sont considérées comme un peu plus faibles, plus touchées par... Attention, quand je dis plus faible, c'est justement... Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, deux choses. Que les femmes soient harcelées, fassent l'objet de rentre-dedans, tous les sens du terme. Ce n'est pas nouveau. Il y a un témoignage, je pense, de Catherine de Pisan. Ça date de la Renaissance. On doit être au XVIe siècle. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, la citadelle des femmes, quelque chose comme ça, où elle décrit la lassitude d'être sans cesse abordée, insultée. Donc, ceci n'est pas nouveau. J'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement les femmes qui sont attaquées, c'est le féminin. D'accord, oui, tout ce qui est... Alors ça inclut les femmes, oui. Mais c'est aussi le fait de porter une robe, des fleurs, quelque chose de joli, et y compris d'autres genres qui ne sont pas des femmes, mais qui affichent ou expriment une certaine féminité. Et c'est ce féminin qui est attaqué. Alors ça, c'est interpellant. Pourquoi est-ce que le féminin devrait être souillé, insulté, trouvé nul? C'est bizarre. Oui. C'est bizarre. Je trouve qu'on doit tous se poser la question. Quand j'étais petite, j'étais garçon manqué. Oui. Et mes valeurs étaient plutôt celles d'un garçon. Quand je regardais le livre de la jungle, moi j'étais pas la petite fille qui portait le truc, le seau avec de l'eau à la fin. Moi j'étais Mowgli. Donc, qu'est-ce qui fait dans notre société? C'est bizarre que le féminin n'ait pas
il n'est pas valorisé, il est même dévalorisé. Alors après, c'est des mecs qui nous disent, mais vous rigolez, vous avez déjà tout, etc. Je peux comprendre qu'ils aient cette gender fatigue, parce que même moi, par moment, j'en ai ras la casquette d'entendre parler des femmes, des femmes, des femmes. On en parle beaucoup. On en parle des beaucoup, mouvements je féministes, suis d'accord avec etc. vous. Oui, Mais on en quand parle vous beaucoup. prenez les chiffres, on n'y est toujours pas. Hein. Oui. J'ai posté hier ou avant-hier les chiffres des bourgmestres en Belgique. Je crois qu'il y a 18% de bourgmestres qui sont des femmes. Sur les 19 Exact. communes bruxelloises, il y a J'ai 2 vu ça femmes aussi, qui oui. sont bourgmestres. Oui. Alors on peut prendre, là c'est au niveau communal, mais on peut aller à tous les niveaux, Ouais. à part Madame Ursula von der Leyen qui a Il y a des exceptions. élaboré, Voilà. ça date d'il y a 10 jours, une commission européenne strictement paritaire. Bon, Ouais. c'est un magnifique geste, et voilà, mais On n'y est pas encore. on n'y est pas encore. On va encore vous embêter très 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 longtemps. Non, ou peut-être pas, mais tant que c'est pas fait, on va vous embêter, ça c'est sûr. Vous pensez avoir fait évoluer les mentalités ou les débats avec vos combats féministes, Béa? J'espère avoir amené ma petite pierre à l'édifice. Ouais. Ce qui est vraiment chouette, c'est de voir qu'il y a une nouvelle génération de femmes et de filles, de jeunes femmes qui prend le relais, et d'hommes aussi. Si vous étiez lors de la dernière manif, c'était quoi? C'était novembre? Non, ça devait être le 8 mars, la dernière marche des femmes. J'ai jamais vu autant de jeunes femmes et de mecs dans une manif féministe où en général il y a plutôt que des femmes. Il y a que des femmes et quand même d'un certain âge, donc c'est chouette. Alors par moment, il faut un peu se retenir de pas leur dire oui, vous vous énervez très fort sur les violences obstétricales ou sur les inégalités de salaire, etc. Je l'ai déjà fait. Il faut se taire et encourager, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui. C'est vraiment le message à faire passer. Mais oui. Alors Béa, il y a quelques mois d'ici, engagement politique de votre part. Oui, éclair. Pour cheval de bataille, la violence envers les femmes, égalité salariale aussi, vraiment le féminisme égalitaire. Pourquoi ce besoin de passer par la politique aussi, tout d'un coup? Mais voilà. Écoutez, c'est totalement dans le prolongement de la conversation qu'on vient d'avoir, savoir que c'est pas maintenant que tout à coup je vais me dire oui, et alors maintenant je vais faire une grande carrière politique. Oui. Sinon j'aurais commencé depuis longtemps. Il y avait vraiment quelque part un peu une lassitude de devoir travailler bénévolement et avec des bénévoles sur des problématiques d'égalité de genre qui, je trouve, doivent être prises en charge par les pouvoirs publics. Et donc mon idée était, et d'ailleurs je n'ai pas de carte de parti, donc j'ai été accueillie sur cette liste CDH comme candidate indépendante. J'ai toujours pas de carte de parti, je ne suis toujours pas au CDH, mais l'envie était de travailler avec des femmes politiques de ce parti-là, que je connais et qui, je trouve, ont fait beaucoup pour les femmes. Après, je suis peut-être pas arrivée, je ne suis certainement pas arrivée au meilleur moment de l'histoire de ce parti-là. C'est la vie. C'était quelque chose de très intéressant à vivre. Et je voudrais juste terminer en disant que quand même un des projets phares, c'est ça que vous voulez me parler ou pas? J'allais vous demander, Béa, si au niveau politique, il y avait eu des résultats, justement. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses, en fait? Qui ça? Les politiques. Là, pour le moment, il faudrait déjà attendre que les parlements se mettent en place. Évidemment, dans une période un peu... Si vous voulez parler de moi, rien ne m'a été promis. Et, voilà. Je pense que je sors assez indemne de cette aventure dans la mesure où j'ai pas démérité, je suis restée moi-même. Je suis pas sortie en orange total look, pourtant j'ai une super robe orange, mais je la mettrai une autre fois. J'ai fait un score personnel assez honorable de 2495 voix.
Oui, Voilà. c'est pas mal. Alors on me dit pour une première fois, je ne Oui. pense pas qu'il y en aura beaucoup d'autres, vu que les prochaines élections en principe sont dans 5 ans. Oui. Voilà. Mhm. Par contre, il y a vraiment des choses qui me tenaient à cœur, peut-être plus que d'autres. Oui. Le hasard a fait que je me suis retrouvée dans la situation de m'occuper de jeunes filles qui pensaient avoir été violées dans une boîte de nuit, qui ont été droguées en fait, Oui. et que j'ai emmenées à l'hôpital, qui ne voulaient absolument pas porter plainte. Enfin, il y avait toute cette question de qu'est-ce qu'on fait par rapport au viol, est-ce qu'on va où, on s'adresse à qui, non je ne veux pas aller au commissariat, etc. Et ça m'a fait pas mal réfléchir, et je pense qu'il serait intéressant de créer une plateforme numérique de déclaration sécurisée que l'on pourrait faire même de manière anonyme. Et c'est quelque chose qui existe aux États-Unis et qui permet, les algorithmes effectuent des recoupements et signale, c'est installé sur les campus aux États-Unis, et ça signale aux autorités académiques que, par exemple, il y a eu 2 ou 3, enfin à partir de 2 signalements, s'il y a des points communs, genre je me suis fait poursuivre sur le campus à 18h derrière la salle de gym, enfin Ils de vont sport. commencer à faire une enquête à ce Ils moment-là. peuvent mettre des moyens pour surveiller, etc. Oui. Les promoteurs de cette plateforme affirment que en tordant le cou, enfin en coupant court à la récidive, on supprime 59% des cas. Excusez-moi, mais 59% des cas, ça vaut la peine de se bouger un peu les fesses. Et puis après, on peut très bien imaginer, avec les techniques, avec l'intelligence artificielle qui existe aujourd'hui, les chatbots, etc., on pourrait imaginer que ce genre de plateforme soit également un premier accueil. On rentre chez soi, on va peut-être pas au commissariat, mais peut-être qu'on va pouvoir à un moment donné rentrer sur une plateforme pour avoir de l'information, savoir ce qu'on doit faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et si on le souhaite, peut-être rentrer en contact à un moment donné avec un professionnel de l'accueil ou avec un policier ou une policière. C'est évident que je suis pour la mise en place de systèmes comme ça existe tout près de chez moi d'ailleurs, rue Haute, 320 rue Haute, il y a 3 centres de référence en Belgique actuellement, il y en aura 6 sous la prochaine législature. Donc l'idée c'est de pouvoir aller à l'hôpital directement, de pouvoir faire sa déclaration de viol ou de violence sexuelle à l'hôpital, donc, et l'accueil est magnifique, je veux dire les échos que j'en ai reçus, c'est vraiment formidable, mais 3 ou même 6 pour tout le territoire, c'est pas assez. Ça ne suffira jamais. Donc peut-être que cette piste du digital est une piste. Et en tout cas, moi je continue à travailler là-dessus. Voilà. Béa, avec vous, j'ai envie d'un peu parler mode aussi, puisque ça fait longtemps en ce qui me concerne. Voilà. Pour vous, est-ce que les magazines féminins ont donné de l'assurance aux femmes? Les magazines comme Elle, il y en a eu d'autres, et il y en a d'autres bien sûr, mais est-ce que ça a permis d'accompagner les femmes? On sait que ce sont des magazines qui existent quand même depuis assez longtemps. Est-ce qu'au niveau de leur assurance, de leur féminité, etc., est-ce que ça les a aidés pour vous? C'est quelque chose qui a... Voilà. Alors je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais interviewé un sociologue belge qui s'appelle, professeur à l'ULB, qui s'appelle Claude Javot, et qui m'avait expliqué que l'espace du magazine féminin était un espace éminemment ambivalent, dans la mesure où on avait en parallèle, parfois vous ouvrez le magazine et vous avez sur la page de droite, vous avez un article signé par moi qui dit allez-y, vous êtes unique, soyez vous-même. Donc c'est un discours autonomisant ou empowerant. Et puis sur la page de gauche, j'avais une magnifique jeune femme qui a peut-être tout de suite 17 ans, mannequin. En plus avec Photoshop, on lui a repiqué une vraie peau de bébé. C'est ça qu'on fait souvent. Voilà, alors elle a le bronzage qu'il faut, le sac qu'il faut, la montre, etc. Elle est parfaite, et ça c'est un discours totalement normatif. Et on a les deux en parallèle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Je pense que les magazines féminins, les magazines commerciaux tels que vous les avez cités, ont fait aussi pour les femmes, parce que à partir du moment où des femmes, des journalistes, et des hommes aussi peut-être, ont utilisé l'espace
autonomisant pour faire passer des messages. Et quelque part, il y a cette phrase, hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ces magazines-là ont eu une audience plus importante que les publications des groupes féministes qui étaient quand même assez limitées en termes d'audience. Donc, à un moment donné, ces magazines et un discours qui renforce les femmes, c'est formidable. Mais quelque part, ils ne sont qu'un élément dans un tout. Je me rappelle très bien de mes dernières années OL, en l'occurrence, et où tout à coup, les thématiques des collections présentées par les créateurs de mode étaient la femme forte, la femme puissante, la femme qui décide. Je me rappelle très bien également d'un défilé Chanel au Grand Palais, qui était en fait orchestré comme une manifestation, et où les mannequins portaient des panneaux donc on était dans quelque chose de l'ordre revendication. Voilà, et tout à coup de voir aussi passer les talons des chaussures qui étaient extrêmement hauts à quelque chose de plus praticable. C'est un détail, mais ça c'est important, parce que comment voulez-vous un minimum d'égalité si les mecs sont confortables dans leur berlouti ou dans leur basket, et vous êtes obligés de courir toute la journée sur des clous, tout à fait, des trucs qui vous font mal aux pieds, qui vous broient les orteils. Après quelques heures, c'est l'horreur. Et voilà, donc ça c'était une inégalité de base à hauteur du sol, quoi. Voilà, donc ce sont quelques éléments. Donc, j'allais vous poser une question aussi, mode et féminisme, c'est compatible? Parce qu'on on sait qu'il y a des grandes créatrices de mode, mais c'est souvent en avant les créateurs qu'on met. Et c'est valable aussi dans l'art. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même encore des domaines assez... j'oserais dire, machistes sur certains points, en disant, il y a quelques femmes, il y a des qui ont grandes marqué, femmes, Coco Chanel, voilà, bien sûr. Madame Gray, on parlait de Diane tout à l'heure, qui est une personnalité immense, Sonia Rykiel, on ne va pas les passer toutes, même Agnès B, qui est très féministe aussi, pour le coup. Tout à fait. Et aussi... vous avez rencontré, je pense, une architecte d'intérieur bruxelloise qui s'appelle Sandrine Saint-Hilaire, qui est une des femmes les plus pomponnées et coquettes que je connaisse. Elle est, d'abord, c'est une grande professionnelle, avant tout, mais, et je ne vais pas dire elle a également travaillé comme styliste déco dans des magazines, et j'ai toujours vu Sandrine pimpée avec des talons comme ça, des petits balconnets, des petites jupes. Et Sandrine gérait et gère toujours des chantiers sur lesquels parfois il y a plus de 50 personnes qui travaillent, et on est dans le bâtiment, donc la plupart du temps ce sont quand même des hommes. Et il n'y en a pas un qui moufte. Et Sandrine nous a expliqué que ce que moi j'appelle du power dressing, cette manière de s'habiller, nickel chrome, pimpante, colorée, un peu sexy quand même, participait de la manière dont elle installait son autorité. C'est ça, Donc on n'est pas obligé de s'habiller avec une serpillière pour être féministe, ou pour être... même pas pour être féministe, mais en tout cas pour être une femme normale. Je veux dire, voilà, ça c'est une première chose. Après... dans le secteur de la mode, je pense qu'il y a peut-être une génération qui arrive. Mais la mode, c'est plus à la mode, vous savez. Oui, c'est ce je l'ai lu récemment. C'est plus vraiment. Donc, je ne sais pas s'il faut y aller, mais c'est une industrie. C'est devenu vraiment une industrie plus qu'un travail de création, il faut le savoir. Et je pense qu'il y a des femmes un peu partout, dans tous les métiers de la mode. Il y a aussi une fluidité des genres de plus en plus, autant dans la mode, etc. Vous en pensez quoi de cette évolution de la société, Béa? Est-ce que pour vous c'est positif?
Quel est votre avis là-dessus, en fait, sur l'évolution de l'affirmation des genres, puisqu'il y a des milliers de genres, hein. Il y a des personnes transgenres et des personnes agenres. Peut-être pas des milliers, mais des Il y en a, dizaines, hein. oui, certainement. Il y a presque autant de Ouais. genres Que de personnes. que de personnes, si on veut. Donc, pour vous, c'est une évolution? Mais écoutez, je trouve que l'important, c'est que chacun et chacune se sente bien dans son genre et dans sa peau. Et Oui. que si, aujourd'hui, on peut trouver des manières, Mm. que ce soit des manières linguistiques ou administratives ou communicationnelles, Oui. pour que chacun se sente respecté et chacune dans ce qu'il ou elle est, moi je vois pas le problème, hein. La langue française n'est pas gravée, taillée dans le roc, elle évolue Ouais. depuis très longtemps, depuis toujours. Donc je trouve ça plutôt positif. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du phénomène qui va déferler. Je vais pas mal aux États-Unis et là les choses sont beaucoup plus Voilà. installées. Je voudrais juste, personnellement, j'espère que les choses se passent dans la douceur et le respect de l'autre. Si c'est de nouveau pour s'écharper comme on l'a fait sur l'écriture inclusive, c'est... Oui, on a reçu Oh Laurence là là. Rosier d'ailleurs. Oh là 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 là. précédemment. C'est- Mais C'est compliqué. Hein. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Bien, vous m'avez dit que vous voyagez aux États-Unis, justement. L'image de la femme par rapport à Bruxelles aux États-Unis, c'est mieux là-bas, c'est mieux ici? oh bah, Il y a une écoutez, différence. ils ont quand même un président qui dit qu'il attrape les femmes par le poussi. Oui, Donc, oui. je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Je crois que la société est extrêmement clivée aujourd'hui Oui. entre des gens qui sont ouverts, progressistes, Oui. sans doute plus féministes que nous, Oui. de par leur éducation, Ouais. et d'autres qui sont vraiment de grossiers personnages. Mhm. Donc il y a les deux, donc je ne suis pas sûre que ça soit mieux là-bas. D'accord. Non. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Alors on va entrer à présent un peu plus dans l'intimité, pardon, avec vous, Béa. Béa, qu'est-elle devenue aujourd'hui à travers de toutes ces expériences de vie? Qu'est-ce que Je crois que j'ai gagné en sérénité, en une certaine sagesse. Oui. J'ai compris que... Alors c'est très marrant, je me suis fait la réflexion il y a quelques semaines que quand on est petit, on nous apprend très vite ce qu'est le bien et le mal. Et c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui. Et avec le temps et avec l'âge, avec les expériences, je pense qu'on finit par comprendre que faire le bien est une manière de bien traiter notre âme et que notre âme nous survivra peut-être ou pas, mais c'est ce que nous avons de plus profond et de plus personnel. Et quand on fait le mal, on abîme cette âme et celle des autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu spirituel, mais c'est ma spiritualité à moi qui n'est liée à aucune religion, mais qui est ma croyance. Oui, tout à fait. Vos rêves de petite fille, Béa, et ce qu'ils sont devenus. Ah, je voulais être journaliste. Donc c'est fait. Ça, c'est fait. Magnifique. Déjà toute petite, vous vouliez être journaliste. En fait. Oui. Ouais, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ou archéologue. J'ai étudié l'histoire de l'art et archéologie. Donc ça, c'est fait aussi. Oui. Alors Béa Ercolini, on va tout doucement terminer notre émission. J'ai encore quelques petites phrases qui sont de coutume dans notre émission Diversité et je vous demande de les compléter. Ok. Alors Béa Ercolini en 2020 sera... Comme ça, là. Super active. Oui. Un proverbe, une citation qui pourrait vous définir le mieux, quelque chose, voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. D'accord. Béa, pour vous, les femmes sont toutes Et aussi, oui. une phrase que j'adore, c'est « Heureusement qu'on ça ». D'accord, oui. Restons groupir. Oui, j'aime beaucoup. Pour vous, les femmes, Béa, sont toutes des... Oh, des héroïnes. Ouais. Et la femme belge de demain sera... La femme belge de demain,
sera indépendante financièrement et solidaire des autres femmes. Eh bien, BR Coligny, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission Diversité. Quant à nous, on se retrouve bien le dernier jeudi du mois, au mois d'octobre, et avec plein de surprises. À tout bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.